On reçoit maintenant Jean-Robert Probst pour les maîtres du temps chez Cabedita. On salue Eric Caboussa. Jean-Robert, bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue. Les maîtres du temps, l'aventure horlogère de Genève à Bâle. Est-ce que mon petit doigt me trompe ou vous avez travaillé dans cet univers à une certaine époque ? Personnellement non, mais ma mère était horlogère. Et voilà. Elle était dans l'arc jurassien justement, et puis il m'en reste quelque chose quand même. Je n'ai pas la patience des horlogers, mais j'ai une espèce de petite fibre là quelque part qui me dit que ben tiens, il y a des petits rouages peut-être dans ma tête encore. Ça veut dire que votre maman était française ? Pas du tout, non. Elle était descendante de Huguenots en fait, comme la moitié des romans. Ou des voilà, gens donc d'origine, oui. D'origine, bien entendu. Oui, on peut rappeler en 3 mots le fait que si la Suisse n'avait pas besoin d'horloge au départ, les artisans avaient besoin de travailler et ils ont été chassés ou ils ont fui la France. Oui, alors évidemment, il y a eu 2 événements. Donc il y a eu la nuit de la Saint-Barthélemy, 1572, et puis il y a eu évidemment la révocation de l'édit de Nantes qui ont mis sur les routes tous ces huguenots qui fuyaient les persécutions, qui sont arrivés en principe à Genève et aussi dans le Jura neuchâtelois. Comment ça se fait qu'ils aient été attirés par ce pays? Parce qu'on savait déjà qu'il y avait une tolérance religieuse? Bah évidemment, parce qu'il y a eu Calvin, et puis Genève était à l'époque la Rome protestante. Alors tous ces huguenots sont arrivés forcément à Genève. Racontez-nous l'histoire du jet d'eau, ça c'était un petit trait. Quand on est genevois, on le connaît, mais quand on ne l'est pas. Oui, alors le jet d'eau c'était marrant parce que il y avait le pont de la machine qui existe toujours, et puis là c'était des machines qui donnaient l'énergie à tous les petits ateliers des horlogers. Et puis c'est hydraulique donc. Évidemment c'est hydraulique. Et tous les soirs, il fallait ouvrir la petite vanne pour que le surplus jaillisse. Et puis ce jet d'eau atteignait quelques mètres en fait. Et c'était assez marrant, c'est resté le symbole de Genève. Ils l'ont déplacé ensuite où il est maintenant, sur la rade, et maintenant il fait 140 mètres de haut. Mais la base vient effectivement des cabinotiers, des horlogers. Et si ma mémoire ne me trompe pas, c'est le Conseil d'État Turrettini qui a fait passer cet article de loi pour déplacer le jet d'eau que l'on sait maintenant en face du quai Gustave Ador. Dites-moi une chose, votre livre parle strictement de montres suisses. Il y a une spécificité, la montre, le chronographe, les complications, Audemars Piguet, Patek Philippe. Alors il y a une chose extraordinaire, et je crois que c'est ça qui fait en fait la force de cette horlogerie suisse, c'est cette folie de la précision. C'est-à-dire que les gens qui étaient aussi des huguenots, des Français, donc ils sont arrivés en Suisse, mais je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette folie de la précision, et notamment des gens comme Vacheron, qui est de Vacheron-Constantin, des gens aussi à la Vallée de Joux, comme les Audemars, etc. Ce sont des gens qui étaient tellement fous de précision qu'ils n'en dormaient pratiquement plus et qu'ils en mouraient pratiquement. Parce que pour eux, c'était extrêmement important à une époque, évidemment, il faut revenir à cette époque-là, donc au XVIIIe siècle, où les petits mécanismes avaient quand même quelques secondes ou quelques minutes de décalage chaque jour. Et ces minutes de décalage, ça les énervait. Donc ils voulaient essayer de ramener au maximum la précision pour que ça tombe tip-top, comme on dit chez nous. Dans les noms que l'on rencontre, il y a toutes les marques de premier plan, et puis il y a des marques de second plan qui ont chuté dans les années 70, au moment de la crise horlogère, et puis le groupe Swatch, et en hommage à Nicolas Hayek, vous le faites quand même, qui a relancé la montre à 50 francs, la montre à quartz. Bien sûr, c'est cette montre qui a sauver l'horlogerie suisse. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est les montres à quartz qui ont démoli l'horlogerie, ce qu'il faut savoir, c'est que la montre à quartz a été inventée à Neuchâtel par des spécialistes de Neuchâtel. Ils ont inventé cette montre et ils ne l'ont pas commercialisée. Et les Japonais qui étaient très curieux sont arrivés, ils ont regardé, ils ont piqué le truc, et eux ils l'ont sorti 2 ans plus tard sous la marque, on peut le dire, Seiko. Et c'est ce lancement de la montre à quartz qui a démoli l'horlogerie suisse pour une raison extrêmement simple, c'est que la montre à quartz est extrêmement précise. Elle varie d'1 seconde tous les 6 ans, si on veut bien. Alors que la montre mécanique, la montre traditionnelle, varie de 1 à 2 secondes en plus ou en moins par jour. Alors aujourd'hui, on a évidemment son téléphone accroché à la poche. Il y a une chose qui m'a amusé, on va le saluer, c'est Philippe Dufour, que j'ai le plaisir de rencontrer, qui disait j'ai doublé mon personnel il y a quelques années, il avait engagé quelqu'un, ils étaient 2. C'est rigolo parce que c'est une des photos que l'on découvre dans ce livre. On arrive malheureusement au bout de notre temps, parce que c'est
c'est pas 1 à 2 secondes de précision, mais c'est 1 seconde. Les Maîtres du Temps, l'aventure horlogère de Genève à Bâle. On va dédier cette émission à mon fils qui est au Japon et qui est passionné de montres japonaises. Vous avez ça dans l'idée de faire une chose, les Maîtres du Temps japonais depuis Seiko 1892? Écoutez, ce serait effectivement un livre complémentaire. On pourrait le faire ensemble alors. Absolument. Paris tenu. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle Les Maîtres du Temps chez Cavedita, l'aventure horlogère Jean-Robert Probst.